Bon, les gars, là, ça suffit. Bah Fiona, qu'est-ce que tu as? La féministe est mal lunée. T'as raison. Mets-moi en colère. Et pour te répondre, Kylian, je ne trouve pas normal qu'il y ait aucune femme dans l'émission. Vauban, puis De Gaulle, I want a woman. Le retour de la oublie la blague. Bon, d'accord, y a aucune femme, on a compris, mais quelle femme voudrais-tu voir dans l'émission? Pourquoi pas Simone Veil ou Marie Curie? Bah, on s'en fiche. Prends qui tu veux. Oui, prends qui tu veux, c'est toi qui commandes aujourd'hui. Prends notre zapette, attrape. Tiens, Fiona. Merci. Donc maintenant, c'est moi qui décide où l'on va, c'est ça? Oui, enfin que pour cette fois, hein, faut pas pousser le bouchon trop loin non plus. Attends, on serait pas en train de faire une connerie? T'as pas confiance en une femme? Pas confiance en moi? C'est génial, vraiment c'est génial. Vous êtes au courant qu'il y en a qui sont venus pour apprendre des trucs ou pas? Oui bon, ça va. Je me suis peut-être un peu trop emportée. Je confirme. Quoi? Mais pardon? N'importe quoi. Bon allez, générique. Bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus dans Histoire d'en parler. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à celle qui fut déportée à Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale et ministre de la Santé sous Valéry Giscard d'Estaing de 1974 à 1979. Également présidente du Parlement européen de 1979 à 1982. Eurodéputée de 1979 à 1993. De nouveau ministre de la Santé sous François Mitterrand de 1993 à 1995 et pour finir, membre du Conseil constitutionnel de 1998 à 2007. Ah, et surtout immortelle à l'Académie française. Mesdames et messieurs, nous vous présentons Simone Veil. Eh bien, c'est un CV bien rempli. Tu n'aurais pas pu raccourcir un peu? Non, c'est important de raconter son parcours en intégralité. La chose qui m'a le plus marqué, c'est sa déportation dans les camps. C'est vraiment ce qui s'est passé? Malheureusement oui, c'est le cas. Laissez-nous vous raconter son histoire depuis le début. Simone Veil, née Jacob, voit le jour le 13 juillet 1927 à Nice, dans une famille juive originaire de Bionville-sur-Nier, un village situé en Lorraine. Son père, André Jacob, est architecte. En 1922, précisément le 22 mai, il épouse la future mère de ses enfants, Yvonne Steinmetz, fille d'un fourreur. Et pas de mauvais jeu de mots, car un fourreur c'est un fabricant de pièces de fourrure. André Jacob exige que sa femme bachelière et étudiante en chimie abandonne ses études pour se consacrer à sa vie de famille, qui sera composée de 4 enfants. La famille juive de Simone Jacob est non pratiquante et très laïque. Elle écrira dans son autobiographie intitulée Une vie, publiée en 2007, « Mon appartenance à la communauté juive ne m'a jamais fait de problème. Elle était hautement revendiquée par mon père, non pour des raisons religieuses mais culturelles. À ses yeux, si le peuple juif demeurait le peuple élu, c'était parce qu'il était celui du livre, le peuple de la pensée et de l'écriture. » Après la naissance des deux premiers enfants du couple, Madeleine et Denise, la famille quitte Paris pour s'installer à Nice sur la Côte d'Azur. Jean, le seul fils, né en 1925. Suivra donc Simone, la magnanime de la famille, le 13 juillet 1927. Avec la crise de 1929, la famille Jacob quitte son appartement du 50 avenue Georges Clemenceau pour un autre plus petit rue Cluvier. Le 3 septembre 1939, le Royaume-Uni, puis la France, déclarent la guerre à l'Allemagne nazie d'Hitler. Lorsque l'armistice est signé le 22 juin 1940, André Jacob pense que la République ne touchera pas aux Juifs. Le 10 juillet, l'Assemblée nationale, réunie à Vichy, vote à une écrasante majorité les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Le régime de Vichy promulgue, le 4 octobre, le premier statut des Juifs qui établit une série d'interdictions à l'encontre des personnes juives et l'obligation de se déclarer aux autorités. Le père de Simone Veil effectue alors ses démarches obligatoires, ce à quoi la très jeune Simone Veil déclarera plus tard s'y être opposée, et perd le droit d'exercer sa profession. La mère de Simone passe ses journées à chercher de la nourriture pour sa famille. L'année suivante, les enfants Jacob sont envoyés près de Carcassonne, encore en zone libre, comme Nice, où ils séjournent en compagnie de leur tante et de leur oncle. De retour à Nice, la famille qui habite en appartement subit la ségrégation progressive des lois anti-juives. Les enfants participent néanmoins activement aux activités de scoutisme dans des organisations laïques.
Le danger devient manifeste à partir de septembre 1943, date de la prise de contrôle de la Côte d'Azur par l'occupant allemand suite à la capitulation de l'Italie. Niveau études, Simone passe à 16 ans son baccalauréat, en mars 1944. Le 30 mars 1944, elle se fait arrêter avec un ami par des Allemands en civil, alors que les deux se rendaient à une fête d'étudiants après les épreuves du bac. Le garçon est vite relâché et parvient à prévenir la famille de Simone, mais cette dernière se fera vite arrêter. La Gestapo arrêtera sa sœur aînée Madeleine, son frère Jean et leur mère Yvonne. Ils seront déportés à Drancy. Le père les suit de peu et disparaîtra à tout jamais avec son fils en Lituanie. Son autre sœur qui avait rejoint la résistance est aussi arrêtée et déportée au camp de concentration de Ravensbrück. Elle en ressortira vivante. À son entrée au camp, elle n'a que 16 ans. Pour y survivre et échapper à l'extermination, un déporté français lui a dit de dire qu'elle a 18 ans. Grâce au conseil de cet homme, elle ne sera pas exterminée. Le 13 avril 1944, ils sont transférés à Auschwitz. Il est tatoué sur son bras gauche son nouveau nom. Son numéro de matricule est 78.651, ou en français 78 651. De juillet 1944 à janvier 1945, elles sont de nouveau transférées, mais cette fois-ci dans un commando moins dur que Birkenau. Dans ce camp, une responsable du camp des femmes les remarque et lui dit « Toi tu es trop jeune et trop belle pour mourir ici ». Elle veut donc envoyer Simone dans un autre camp, mais cette dernière lui répondit qu'elle ne partirait nulle part sans sa mère et sa sœur. Face à autant de tact, la responsable accepte. Les 3 femmes sont déportées à Beaupré, où elles travaillent pour les usines Siemens. Elles participent néanmoins à de pénibles travaux de terrassement. À la mi-janvier, elles entament avec quelques 40 000 autres déportés la marche de la mort. Marche entamée suite à l'avancée des troupes soviétiques. Les conditions météorologiques sont dures à supporter pendant ce transfert. Les déportés marchent dans la neige sous moins 30 degrés. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il fait au moins 8000. Arrête avec tes montages, c'est absolument pas drôle. Ah oui, bon, ça va. Je continue. Ils finissent par arriver au camp de Bergen-Belsen le 31 janvier 1945. Les conditions de vie dans ce camp sont épouvantables. Simone Jacob travaille en cuisine où elle épluche les Kartoffeln, pommes de terre en allemand. Épuisée et minée par le typhus, sa mère, Yvonne, meurt le 15 mars 1945. Sa sœur Madeleine, elle aussi atteinte, y survivra. Le camp de Bergen-Belsen sera libéré le 17 avril 1945 par les Anglais. Après une mise en quarantaine du camp à cause du typhus et un retour en France, Simone est accueillie le 23 mai 1945 à l'hôtel Lutheria à Paris. Sur la famille de 6 personnes que comptaient les Jacob, seulement les 3 sœurs ont survécu. Après cette vie dans les camps, Simone s'inscrit en droit et sciences politiques. En 1946, elle épouse Antoine Weil, un camarade d'études et futur inspecteur des finances. Ensemble, ils auront 3 fils et partageront leur vie pendant 67 ans. Allez, je nous zappe en 1975 au Palais Bourbon. Sous VGE, elle devient ministre de la Santé en 1974 et tout le monde sait le combat qu'elle a mené. Elle est rapidement chargée de présenter au Parlement une loi sur l'IVG. Mais cette loi pour aider les femmes ne fait pas que des heureux. Elle est attaquée de toutes parts par la droite parlementaire et les anti-IVG. Elle obtiendra gain de cause avec son célèbre discours à l'Assemblée devant des députés en majorité composés d'hommes en disant « Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. » C'est très émouvant, j'ai envie d'applaudir aussi. Merci Madame Veil, merci. Du calme Fiona, on est à l'Assemblée nationale. Ne nous faisons pas remarquer, on ne doit pas être vu dans un passé, même un passé récent. Maintenant qu'elle a fini de parler, sortons de là. D'accord, retour au QG alors. Avec ce discours, elle parvient à faire entrer cette loi en vigueur sur la légalisation de l'IVG, ou communément appelée la loi Veil, le 17 janvier 1975. La popularité de Simone Veil ne cesse alors d'accroître. Elle a été présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah de 2000 à 2007. Simone Veil a écrit de nombreux livres sur sa vie dans les camps, sur la planète ou encore sur l'avortement. À sa mort, le 30 juin 2017, la France perd une de ses plus grandes dames. Fiona, tu ne nous emmènerais pas au Panthéon? Tes désirs sont des ordres, zappons-nous. Un an après, elle sera inhumée avec son mari au Panthéon. C'est la 5e femme à entrer au Panthéon. Quelle vie et quelle femme! Et quelle force d'esprit! Oui, non mais je dois avouer que c'était assez émouvant de retracer sa vie. Alors, c'était une bêtise de me laisser les commandes de cette émission? C'est vrai, tu as très bien géré, on s'excuse. Oui, désolé Fiona.
C'est pas grave, pour vous faire pardonner, je prends aussi les commandes de la prochaine émission. Attends, t'as dit quoi là? T'as très bien entendu, bye! Fiona revient. Fiona? Toute l'équipe d'Histoire d'en parler vous remercie de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de l'Histoire d'en parler. Allez, ciao!